m'avoir convié. À la Polyclinique de Grande Sudanie, bon, la chirurgie bariatrique est exercée depuis 1998. Actuellement, on est extrêmement sollicité, comme vous le savez. Là, j'ai fait le relevé des consultations premier patient, c'est-à-dire nouveau patient uniquement, en 2013, pour en 90, à peu près 15 à 16 par semaine, nouveaux patients. J'ai 2 jours de consultation et 3 jours de bloc opératoire. La plupart du temps, les patients arrivent adressés par le médecin traitant ou par un spécialiste. L'an dernier, en 2013, nous en avons opéré 358, ce qui fait à peu près 8 par semaine. Les anneaux gastriques, on en a beaucoup pratiqué, mais depuis 2006, depuis l'avènement de la gastrectomie, ils ont diminué, voire quasiment disparu. L'an dernier, il y a eu simplement 3 interchangements de matériel. On continue à les surveiller, bien entendu. Le sleeve a pris le devant. Les bypass sont en forte augmentation maintenant. On a une petite particularité dans notre centre, c'est qu'on a beaucoup de patients qui viennent des départements au-delà du Gard. On a à peu près la moitié, 45% qui sont d'origine hors du département, ce qui entraîne une certaine façon de faire nos évaluations. On va y revenir. Les départements, c'est essentiellement Vaucluse, Bouches-du-Rhône et jusqu'à Drôme-Ardèche. Alors, comme l'a dit le Dr Lefebvre ce matin, c'est vrai que le premier filtre dans notre activité, c'est l'accueil des secrétaires. Il est demandé, bien entendu, il est calculé par les secrétaires au téléphone, oui, l'indice masse corporel. On ne prend pas de patients au-dessous de 35, ça n'a jamais existé, c'est très clair là-dessus. Ensuite, les patients qui trichent, ça arrive de temps en temps. Ensuite, le délai de consultation, ça tourne autour de 2-3 mois. On exige que le patient vienne avec une lettre du patient ou du spécialiste qui les adresse, systématiquement. Ensuite, bon, les secrétaires aussi conseillent, si tant est qu'il n'y ait pas eu un suivi nutritionnel préalable, ou qu'il ne soit pas envoyé par un spécialiste en question, d'en voir un dès maintenant, parce que comme ça, c'est toujours ça de fait. Alors, la première consultation, ça dure environ 1 heure. C'est une évaluation médicale complète, qui comporte tous les examens cliniques, toutes les mensurations, les antécédents passés au crible, les allergies, les comorbidités. Le questionnaire STOP-BANG, il a disparu puisque c'est pour le dépistage des apnées du sommeil, il a disparu puisque depuis le mois de décembre, le dépistage est devenu quasi systématique, donc on ne fait plus le questionnaire. L'histoire de l'obésité avec le début, les circonstances, les facteurs favorisants éventuels, les facteurs déclenchants, les antécédents familiaux bien sûr, le suivi réalisé, tous les types de régimes éventuellement, les séjours en centre spécialisé, le comportement alimentaire est analysé bien entendu de la première consultation, l'état psychologique, psychiatrique, le degré d'autonomie, l'état dentaire, c'est un peu secondaire mais ça compte quand même. Et au décours de cette consultation, donc, il va y avoir un courrier obligatoirement au médecin traitant, systématiquement, qui est un dossier qui va être intégré dans notre dossier informatique et qui, j'essaie dans ce première lettre de faire le panorama complet du profil du patient et d'insister sur les problèmes éventuels ou même les points qui peuvent achoper, qui vont orienter la prise en charge multidisciplinaire. Alors, au terme de cette consultation, de ce premier contact, il y a des patients qui n'iront pas plus loin parce qu'il y a des contre-indications découlant des recommandations de l'HAS. IMC insuffisant s'ils sont trichés sur le IMC, ça arrive. Absence IMC supérieur à 35 sans comorbidité manifeste. Ensuite, obésité trop récente, enfin, toutes les recommandations classiques qu'on connaît, pathologie évolutive, néoplasique ou même endocrinienne non prise en charge. Donc, à ce moment-là, on va les orienter vers une prise en charge médicale adaptée. Ou alors, il apparaît une indication possible de chirurgie bariatrique, et ces patients, dans ce cas, il va y avoir d'une part l'évaluation, bien entendu, obligatoire pluridisciplinaire, mais aussi de l'information. Et l'information, ça va être sous la forme d'une réunion qui comporte un diaporama, mais qui n'est pas seulement un diaporama. L'évaluation pluridisciplinaire, on va en parler après, mais
sur ce qui est de l'information technique aux patients. Ça ne sera pas fait dans la même consultation, bien sûr, ça sera ultérieur, quelques semaines après en général. Et c'est un diaporama technique qui parle de tous les tenants et les aboutissants de l'obésité, de la nécessité de la préparation, de la nécessité du suivi, des risques, des modalités contraintes et risques de chaque technique. Et à cette réunion, donc là il y a un diaporama, il y a des témoignages de patients aussi filmés, et puis il y a il assiste à cette réunion ponctuellement un anesthésiste, éventuellement une psychologue ou un nutritionniste, des patients opérés récemment qui descendent du service, des anciens patients aussi, et on donne cette information aussi de ce diaporama à des structures qui prennent en charge la nutrition maintenant et qui se développent, ou aux associations de patients. Donc on a essayé d'étoffer ça depuis quelque temps et le patient donc ressort déjà avec une information qui est assez précise. Alors, quant à l'évaluation pluridisciplinaire, elle va être adaptée à chaque patient. Bien sûr, elle va comporter tout ce qui est obligatoire, ça veut dire l'évaluation endocrinienne, nutritionnelle, bien sûr, ça peut être fait par le même médecin ou par des spécialistes différents. C'est un peu fonction aussi d'abord, s'ils sont déjà suivis par un endocrinologue, on va s'adresser à un endocrinologue. Après, s'il y a des troubles de comportement alimentaire et qu'on pense qu'il y a un aspect psychosomatique, on va envoyer vers un nutritionniste qui est plus spécialisé, éventuellement. C'est un peu au cas par cas, on travaille beaucoup de spécialistes, donc on va les choisir en fonction du profil du patient. Ensuite, le bilan cardiologique, pneumologique, la fibroscopie gastrique, l'échographie abdominale éventuellement. En fait, on va distinguer pour cette évaluation des patients qui n'ont pas de problème majeur, c'est-à-dire pas de comorbidité majeure apparente au départ, des patients qui ont des comorbidités invalidantes, sur lequel on va mettre le point plus précisément. Pour les patients qui n'ont donc pas de comorbidité majeure, l'évaluation elle va être standard, celle que je viens de décrire, a priori. On va recueillir les données de tout le bilan, une fois qu'on ne va pas les revoir tout de suite, on a fait une lettre au médecin traitant, on fait une lettre à tous les spécialistes, avec la copie de la lettre qu'on a mis au médecin traitant et avec les demandes, les points précis sur lesquels on voudrait qu'il travaille avec le patient. Et donc le patient ne le reverra qu'avec l'accord du spécialiste en question et des autres spécialistes du bilan multidisciplinaire. Alors on réunit ça sur une feuille de synthèse. En fait, cette feuille de synthèse, elle sera intégrée au dossier informatisé, sur le dossier informatique, et ça part aussi pour les ententes préalables, où on montre qu'on a fait l'évaluation pluridisciplinaire. Ensuite, outre ce recueil des avis des différents spécialistes, il y a une concertation qui se fait au cas par cas, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de travailler avec certains endocrinologues ou nutritionnistes et je les contacte régulièrement à partir du moment où quand j'ai suivi le patient, je l'ai classé dans certains dossiers, chaque selon le profil, et je vais après contacter le spécialiste 2 mois après pour savoir où on en est et ce qui se passe. Alors ça vous donne beaucoup de temps, effectivement, beaucoup de coups de téléphone, mais c'est une approche personnalisée. Une fois que, donc si on a tout le recueil, ensuite on a donc instauré depuis quelque temps une véritable RCP physique. Alors le problème qui se pose, c'est que pour un patient qui est par exemple originaire de Montélimar, qui a un nutritionniste à Montélimar, c'est pas évident du tout, on ne peut pas faire venir l'endocrinologue sur place. Jusqu'à présent, on ne faisait pas venir les patients pour voir un endocrinologue chez nous, puisqu'on a dans l'enceinte de l'établissement, on a 2 endocrinologues, on a une psychologue, on a une psychothérapeute, on a on a des cardiologues bien sûr, diététiciennes, donc on pourrait faire ça sur place, faire venir, mais moi, fonction de leur origine géographique, je les fais bilanter sur place. Parce que j'estime que quelqu'un qui a des apnées du sommeil à Valence, mais il a un pneumologue là-bas, et donc c'est lui qui va le cadrer, qui le connaît, qui le voit 2 fois par an, et je vais lui écrire, et c'est lui qui le bilantera. Par contre, donc, on a essayé de faire donc, des RCP mensuels, c'est-à-dire voilà, on se réunit avec une des nutritionnistes, une diététicienne, et on va évaluer le dossier, voir où on en est, recueillir les lettres pour savoir où on en est dans le suivi. Et à ce moment-là, on va décider soit de diversifier la prise en charge dans certains cas, certains troubles particuliers du comportement par exemple, de différer, de contre-indiquer la prise en charge chirurgicale, c'est du cas par cas. Alors pour les patients qui ont des comorbidités invalidantes,
la prise en charge est un petit peu différente, c'est-à-dire que je ne vais pas leur faire voir le psychologue ou le psychiatre ou la fibroscopie gastrique d'emblée. Par contre, donc je parle de patients qui ont des problèmes cardiaques, qui sont stentés, il y en a de plus en plus, qui ont eu un antécédent cardiovasculaire, qui ont eu un problème pulmonaire important, ou des antécédents thromboemboliques également. Donc là, on va avoir une approche un peu différente. Je vais les envoyer... je vais leur demander de faire un bilan cardiologique poussé, approfondi, qui va être, donc ça va être l'échocardiogramme, ça va être l'échographie éventuellement transthoracique, ça va être une épreuve d'effort, pas souvent faisable chez les obèses, donc plutôt un écho de stress ou écho d'obus. D'autre part, une exploration pulmonaire poussée. Si c'est un problème thromboembolique, on va demander aussi un avis hématologique éventuellement. Et donc, une fois qu'ils auront fait cette première partie du bilan pour ces patients-là, ils vont avoir un rendez-vous avec nos anesthésistes et ça va être une consultation que j'appelle moi d'évaluation, c'est-à-dire que normalement les anesthésistes, je ne parle pas en bariatrique en tout, ils vont voir un patient quand l'intervention est programmée. Les secrétaires des anesthésistes, elles ne prennent pas de rendez-vous pour des patients nombreux. Là, c'est un peu particulier, donc on a instauré ça et donc c'est une consultation d'évaluation, c'est-à-dire qu'ils vont voir le patient une première fois pour donc quand ils ont terminé cette première partie du bilan cardiovasculaire, on va dire cardiologique et pneumologique. Donc là, c'est une réaction, donc c'est une RCP, c'est une consultation donc, avec l'anesthésiste et puis avec le patient, bien sûr, qui vient obligatoirement. Et ensuite, on fait là, à peu près tous les 2 mois une RCP donc, qui regroupe les anesthésistes et moi-même. Donc là, le but, c'est d'évaluer donc au terme du bilan cardiologique et pneumologique s'il y a possibilité d'intervenir, si le risque n'est pas trop important. Et donc, on utilise notamment ce score OSMRS qui découle d'études de 2007 qui permet de classer les patients en fonction des facteurs de risque. Et qui donc, et de temps en temps, ça va se traduire par un report d'intervention ou une contre-indication formelle. Et donc à ce moment-là, le patient sera orienté dans une autre filière. Alors, en fait, comme je vous l'ai un peu dit déjà, on ne fait pas de RCP systématique, c'est vrai, total. C'est-à-dire qu'il y a des patients donc, comme ça à risque important qui font une RCP et puis qui vont après faire le reste de l'évaluation. On poursuivra l'évaluation. Donc là, ça prend pas mal de temps, effectivement. Ensuite, il y a tous ceux qu'on fait cette réunion sur place où on essaie de passer 20-30 dossiers à peu près par mois. Mensuel maintenant, avec les endocrinologues, mais ces patients qu'ils n'ont pas forcément vus. Ces patients qui sont d'ailleurs, des fois, on a reculé, à partir du moment où on les passe en staff, en RCP, que quand on a reçu les courriers des différents spécialistes. Pour l'instant, on peut se demander si, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche un consensus avec ceux qui ont pris en charge le patient, qui le connaissent. Voilà. Après, on pourrait systématiser ou formaliser, comme la réglementation normalement le préconise. Mais finalement, on va avoir des spécialistes des fois qui nous donneront leur avis sans connaître le patient. Donc, on peut se poser la question de quel est le meilleur système à utiliser. Après, on peut utiliser aussi les webconférences. David a mis e-learning, c'est très important, c'est effectivement, et pourquoi pas les réunions d'RCP par conférence. Voilà. Les termes, le RCP, c'est essentiellement l'évaluation du rapport bénéfice-risque pour chaque patient. Donc là, sur ce tableau, sont réunis tous les facteurs qui rentrent en cause dans cette discussion. C'est ça, le RCP, c'est faire pencher la balance du bon côté. Et heureusement, la plupart des interventions actuellement peuvent permettre d'avoir des résultats comme ça, avec peu de problèmes. Ça reste de la chirurgie, il y a toujours un risque, bien sûr. Mais on est tenu d'aller le plus loin possible dans cette évaluation du bénéfice-risque. Voilà, je vous remercie.